permis à propos de cas cliniques cassette. Donc, Salam alaikum. Salam alaikum. Je tiens d'abord à remercier la comité d'organisation du Congrès national de l'AS Médian dans sa 47e édition. Je vous remercie également de m'avoir choisi pour présenter ce chapitre cas clinique casse-tête endocrino. Cher maître honorable assistance, j'ai le plaisir Cher maître honorable assistant, j'ai le plaisir de partager avec vous quelques cas cliniques de notre service d'endocrinologie CHU Agadir qui nous ont posé soit un problème diagnostique ou thérapeutique. On commence tout d'abord par notre premier cas clinique. Il s'agit d'une patiente âgée de 56 ans, sans antécédents pathologiques notables et notamment pas de prise médicamenteuse, qui a présenté une semaine avant son hospitalisation en service de gastrologie une gastro-entérite aiguë avec vomissement, référée par les gastrologues chez nous pour complément de prise en charge d'une hypercalcémie de découverte fortuite. Donc, le bilan phosphocalcique initial réalisé chez cette patiente a révélé une calcémie corrigée initiale très élevée à 170 mg par litre, pour laquelle la patiente a été mise sous schéma de réhydratation avec des diurétiques et la corticothérapie. Mais devant la complication de l'état clinique avec les signes électriques, on a passé rapidement à une autre approche thérapeutique qui est les biphosphonates, Zometa, dès les premières 48 heures. Et comme vous voyez dans le tableau, il y a une amélioration significative sur les taux de la calcémie corrigée. Et on a complété le bilan phosphocalcique qui a objectivé une parathormonémie élevée à 669 picogrammes par ml, soit 8 fois la normale, avec une hypophosphatémie à 11 mg par litre et une calciurie de 24 heures très élevée à 317 mg par 24 heures, avec une carence en vitamine D à 4,3 nanogrammes par ml. Et donc, on était devant une hyperparathyroïdie primaire. Chez notre patiente, on a réalisé en première intention une échographie cervicale qui est revenue sans anomalie. Et puis, on a passé à la réalisation d'une TDM cervico-médiastinale qui était aussi sans anomalie. On a complété par une scintigraphie parathyroïdienne qui n'avait pas montré de lésion parathyroïdienne. Et donc, la problématique de notre cas clinique était d'être devant une hyperparathyroïdie primaire à imagerie normale. À votre avis, quelle est la prise en charge dans ce cas-là? Biopsie. Donc, devant cette situation, on s'est retrouvé devant soit de réaliser une cervicotomie exploratrice, soit un PET scan. Et pour répondre à cette question, que disent les recommandations? Dans ce chapitre, on va essayer de comparer les différentes techniques radiologiques fonctionnelles en termes de localisation des lésions parathyroïdiennes. On commence tout d'abord par la scintigraphie OMEBI. Le principe est de distinguer entre l'activité thyroïdienne et l'activité parathyroïdienne. Plusieurs protocoles ont été proposés. Le premier protocole, c'est le double marquage qui utilise le MIBI qui se fixe sur la thyroïde et les parathyroïdes et l'iode 123 qui se fixe seulement sur la thyroïde. Et par soustraction d'image, on peut séparer les deux tissus. Et le deuxième protocole, c'est le simple marquage
qui repose sur l'évaluation de la cinétique différente de Maybe et le watch-out de ce marqueur en comparant une image précoce 5 minutes après l'injection et une image tardive 1h30 à 2 heures après l'injection. Et généralement, les lésions obtenues tardivement correspondent aux lésions parathyroïdiennes. Cette technique permet de localiser une atteinte pluriglandulaire, une hyperplasie ou un adénome parathyroïdien ectopique. Il permet aussi de localiser des parathyroïdes ectopiques au niveau thymique, médiastinal, à l'intérieur de la thyroïde ou en rétropharyngien. Et cette technique a une spécificité jusqu'à 88%, 6 images de soustraction et avec une valeur prédictive positive allant jusqu'à 95%. Et quelle est la place du PET scan dans la localisation des lésions parathyroïdiennes? Le PET scan ou la tomographie par émission de positons à la colline est utilisé pour localiser les glandes parathyroïdiennes pathologiques. Il permet de suivre le métabolisme et la distribution du radiotraceur. Comme vous savez, la choline est un composant alimentaire commun qui est incorporé dans les membranes cellulaires. En injectant de la choline radioactive, l'incorporation accrue peut être visualisée à l'aide de PET scan et ainsi la glande parathyroïde pathologique peut être localisée avec précision grâce au scanner. Et la sensibilité de cette technique allait jusqu'à 90% avec une valeur prédictive positive à 100%. Et selon une méta-analyse incluant 14 études, on conclut un total de 327 patients avait montré des résultats préliminaires excellents pour le PET scan pour localiser les glandes parathyroïdes après un examen échographique ou une scintigraphie au Maybe non concluante, avec une sensibilité de 90% à une valeur prédictive positive allée jusqu'à 100%. Et par ailleurs, les recommandations américaines de la chirurgie disent qu'en cas d'hyperparathyroïdie primaire avec image négative ou discordante, il faudra adresser le patient à un chirurgien pour évaluation et dans ce cas, une cervicotomie exploratrice bilatérale est indiquée. Ainsi que les recommandations de NICE disent aussi que qu'il n'y a pas de recommandation pour faire une imagerie supplémentaire si l'échographie ou la scintigraphie au SESTA-MEBI couplée au SPECT-TDM ne montre pas d'adénome parathyroïdien et il faut passer directement à la réalisation d'une cervicotomie exploratrice des 4 glandes. Et à la lumière de cette recherche bibliographique, on peut déduire que l'exploration topographique d'une hyperparathyroïdie primaire repose sur l'échographie cervicale qui reste l'examen de première intention et doit être fait par un radiologue expérimenté, suivi de la scintigraphie au SESTA-MEBI couplée au SPECT-TDM qui reste aussi l'examen de choix avec un taux de détection qui peut aller jusqu'à 88% avec une valeur prédictive positive pouvant aller jusqu'à 95%. Et en cas d'imagerie négative ou discordante, on peut réaliser le PET scan en deuxième ligne. Effectivement, chez notre patiente, après une concertation multidisciplinaire, on a opté pour la réalisation de PET scan qui a objectivé un adénome parathyroïdien inférieur gauche, comme vous le voyez au niveau des images, et la patiente a été adressée à la chirurgie avec une bonne évolution clinique et biologique. On passe maintenant à notre deuxième cas clinique. Il s'agit d'un patient âgé de 21 ans, hospitalisé pour une cétose diabétique inaugurale sur un abcès anal. Dans les antécédents, le patient a été opéré pour une cryptorchidie bilatérale sans notion d'anosmie et l'examen clinique a objectivé un retard mental, une dysmorphie faciale, une obésité et des signes d'hypogonadisme. Voilà l'image du patient. Donc l'examen gynéco-mammaire chez ce patient avait montré un micropénis de longueur de 5 cm, soit inférieur à 2 déviations standards selon la courbe de Schoenfeld, des testicules oscillants hypotrophiques par rapport à l'âge, avec un grand axe de 2,7 cm et une gynécomastie bilatérale sans galactorée, comme vous voyez sur l'image. On passe à quelques notions. Donc, pour le micropénis, pour définir un micropénis, il faut toujours avoir le recours à cette courbe-là qui permet de définir un micropénis par une taille de la verge inférieure à 2 déviations standards par rapport à l'âge. Mais en général,
une taille de la verge inférieure à 2,5 cm à la naissance correspond aussi à un micropénis. On parle aussi d'un micropénis si la taille de la verge est inférieure à 4 cm entre 6 et 12 ans et si la taille de la verge est inférieure à 9 cm à la puberté. Et pour comprendre l'évolution de la verge au cours de la croissance, il faut pointer sur quelques notions. On commence par la mini-puberté. C'est quoi la mini-puberté? C'est une activation transitoire de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire responsable de la mini-puberté physiologique chez le nouveau-né. Durant cette phase, les concentrations plasmatiques de LH et de FSH et de testostérone augmentent durant la deuxième semaine de vie, atteignant un maximum à 4 à 10 semaines, puis diminuent à 6 mois. Cette courbe montre l'évolution des taux de testostéronémie, représentée par la courbe en mauve, et en parallèle l'évolution de la taille de la verge selon l'âge. Et comme vous voyez, entre la deuxième semaine et 6 mois, avec un pic à 15 semaines, donc le taux de testostérone augmente significativement avec une augmentation significative de la taille de la verge. Puis, à partir de 6 mois, ce taux commence à diminuer pour atteindre des taux qui sont très basses durant l'enfance jusqu'à l'âge de 12 ans, avec une stagnation plus ou moins de la taille de la verge. Et à partir de 12 ans à 14 ans, il y a une réaugmentation exponentielle du taux de testostérone avec une augmentation en parallèle de la verge. Et il faut savoir que l'exploration de micropénis ou son traitement doit être fait durant ces deux phases, sauf s'il y a un retentissement psychique très marquant. Et donc, pour le bilan initial devant un micropénis, repose sur le dosage à l'état basal de la testostérone, de la LH et de la FSH, mais ce dosage doit être réalisé en période néonatale inférieure à 48 heures après l'accouchement, à la mini-puberté entre deuxième semaine et 6 mois, en péripuberté supérieure à l'âge de 12 ans à 14 ans, alors qu'en période d'enfance, la testostérone et les gonadotrophines sont physiologiquement basses. Et pour l'étude génétique, doit être indiquée par un cariotype devant la présence d'un syndrome dysmorphique, une avance staturale, une bifidité scrotale, une ectopie testiculaire, une cryptorchidie ou une hypotrophie testiculaire, un hypospadias et bien sûr devant un hypogonadisme hypergonadotrope. En ce qui concerne les étiologies d'un hypogonadisme hypogonadotrope, si ce déficit est isolé, il faut penser à une cause génitale représentée principalement par le syndrome de Kallmann-de-Morsier devant une anosmie, soit par une mutation du gène de LHRH, une mutation du gène de leptine. Et si l'hypogonadisme hypogonadotrope est associé à un hypopituitarisme, il faut penser à une cause acquise, soit tumorale, infiltrative, infectieuse, auto-immune ou traumatique, ou des causes iatrogènes comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie cérébrale. Et devant une association avec un syndrome polymalformatif, les deux syndromes les plus évoqués, c'est le syndrome de Prader-Willi et le syndrome de Bardet-Biedl. Revenons à notre patient. Donc, chez notre patient, on a réalisé un bilan pour le diabète qui a objectivé une hémoglobine glyquée élevée à 16,4% et on a demandé chez lui les anticorps anti-GAD, anti-IR2 et anti-ZNT8 qui sont revenus négatifs. Et donc, on a retenu le diagnostic de diabète de type 2. Et on a réalisé un bilan endocrinien qui est complet devant l'âge de 21 ans, donc supérieur à 12 ans, donc qui a objectivé une testostéronémie qui est basse à 0,48 nanogrammes par litre selon l'âge, une FSH à 6 qui est anormalement normale et une LH qui est anormalement normale aussi. Et donc, le diagnostic qu'on a retenu, c'est un hypogonadisme hypogonadotrope. Puisqu'on est devant une pathologie centrale, on a complété le bilan par un hypophysiogramme complet qui est revenu sans anomalie. Et donc, c'est un hypogonadisme hypogonadotrope isolé. Et donc, on a réalisé aussi une IRM hypothalamo-hypophysaire centrée sur les bulbes olfactifs malgré l'absence de notion d'anosmie qui a objectivé une hypoplasie hypophysaire. Et on a complété par un examen ophtalmologique pour différencier entre les différents syndromes génétiques qui n'a pas objectivé de rétinisme pigmentaire.
Et donc, chez notre patient, on a retenu le diagnostic de Prader-Willi sur une présomption clinique uniquement devant la non-disponibilité de bilan génétique, devant l'hyperphagie qui a amené à un diabète de type 2, devant l'hypogonadisme et devant le retard mental. Et on a éliminé le diagnostic de Bardet-Biedl devant l'absence de récinisme pigmentaire et de l'absence de polydactylie et syndactylie, qui sont des critères majeurs pour le diagnostic. Et pour la prise en charge finale de notre patient, donc sur le plan diabète, le patient a été mis sous schéma basal-bolus, puisque l'hémoglobine glyquée initiale était très élevée à 16,4%, et donc à réévaluer après 3 mois, on peut passer à un traitement par voie orale uniquement, devant la négativité des anticorps, et on a traité l'hypogonadisme avec le micropénis par l'androtardil 250 mg, une ampoule chaque mois avec une bonne évolution et l'augmentation de la taille de la verge à 7 cm, et heureusement qu'on n'a pas eu recours à un traitement chirurgical chez lui. On passe maintenant à notre troisième cas clinique. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans, suivie depuis 5 ans pour une hyperféricinémie, adressée par les hématologues pour recherche étiologique. Parce que la patiente a reçu beaucoup de chélateurs de fer, mais sans amélioration clinique. Et donc, à l'interrogatoire, la patiente a rapporté une notion de trouble des règles avec spanioménorrhée depuis la puberté. L'examen clinique chez cette patiente a retrouvé un surpoids avec IMC à 28 kg par mètre carré, un tour de taille élevé à 94 cm, des signes d'insulinórésistance faite d'acanthosis nigricans et un hirsutisme modéré à 18 selon le score de Ferryman et Galway, sans notion d'acné ni de signes majeurs d'hyperandrogénie. Comme bilan initial chez cette patiente, on a réalisé un bilan métabolique devant le surpoids, qui a objectivé une glycémie à jeun à 1,13 g par litre, une hémoglobine glyquée à 6,2%, un bilan lipidique perturbé avec hypertriglycéridémie à 2,79 g par litre, une hypo-HDLémie à 0,23 g par litre. Et puisque la patiente a été adressée par une hyperféricinémie, donc on a réalisé chez elle une hyperféricinémie qui était très élevée à 1091,4 microgrammes par litre. Et la testostéronémie a été demandée devant l'hirsutisme, qui est revenu normal à 0,24 nanogrammes par ml. Et donc, on est devant un syndrome métabolique associé à une hyperandrogénie et une hyperféricinémie. À votre avis, quel est le diagnostic à évoquer devant cette patiente? Donc, on a évoqué chez cette patiente en premier lieu le syndrome des ovaires polykystiques, qui chez l'adolescente et la femme en âge de procréer l'endocrinopathie la plus fréquente et qui constitue la principale cause d'anovulation et d'infertilité. C'est un diagnostic d'exclusion dont les critères diagnostiques ont évolué avec le temps en reposant toujours sur les critères de Rotterdam. Et le diagnostic des ovaires polykystiques repose sur 2 des 3 critères suivants, soit l'existence d'une anomalie oligo-anovulation, l'existence d'une hyperandrogénie clinique ou biologique, ou la présence d'ovaires polykystiques à l'échographie, avec un critère révisé, au moins 20 follicules de 2 à 9 mm et ou une augmentation de volume ovarien supérieure à 10 ml, à condition que la sonde utilisée doit être à 8 mHz. On ne peut pas parler de syndrome des ovaires polykystiques sans parler de la place de l'AMH dans ce diagnostic. Donc il est récemment apparu comme un biomarqueur prometteur de la morphologie polykystique des ovaires. Son dosage aurait pu être une alternative aux critères échographiques. Et d'après une étude cas témoin qui a été réalisée en 2023 sur un total de 200 femmes, dont 100 femmes ont été diagnostiquées avec un syndrome des ovaires polykystiques et 100 femmes comme un groupe témoin, qui a montré que les tests AMH sont susceptibles de devenir plus sensibles dans l'identification de la morphologie des ovaires polykystiques grâce à une validation à grande échelle dans des populations de tout âge et de toute ethnie.
Et le seuil retenu dans cette étude était de 3,75 nanogrammes par ml, avec une sensibilité à 79% et une spécificité à 81%. Chez notre patiente, on a réalisé une échographie pelvien sus pelvien puisque la patiente était célibataire, qui a objectivé un utérus d'écostructure moucheté avec un endomètre fin et les ovaires de contour régulier augmentés de taille avec présence de multiples formations kystiques bilatérales dont le nombre dépasse 12 follicules par ovaire. Et donc, on a retenu dans ce cas le syndrome des ovaires polykystiques. Et maintenant, en arrivant à l'intitulé de notre cas clinique, quelle est la relation entre le syndrome des ovaires polykystiques et l'hyperféricinémie? Donc, le syndrome des ovaires polykystiques est lié à l'hyperféricinémie par le biais de syndrome métabolique. Ce syndrome est défini par la présence d'une obésité abdominale avec un tour de taille supérieur ou égal à 94 cm chez l'homme et supérieur ou égal à 80 cm chez la femme, associé à au moins deux critères suivants: une hypertriglycéridémie supérieure à 1,5 g par litre traité ou non, une glycémie à jeun supérieure à 1 g par litre, une tension artérielle supérieure ou égale à 130 sur 85 mm de mercure et ou un cholestérol lié aux lipoprotéines de haute densité, HDL cholestérol, inférieur à 0,40 g par litre chez l'homme et inférieur à 0,50 g chez la femme. Et d'après cet article, le taux d'hyperféricinémie est proportionnel au degré d'insulinorésistance, puisque l'insuline a une action directe inhibitrice sur l'hepcidine. Et dans des modèles expérimentaux, il a été montré une modification du contenu en fer dans les tissus adipeux, car il existe un passage ferrique du foie vers les tissus adipeux, ce qui stimule la lipolyse chez les patients obèses. Et l'expression de l'ARN messager du gène de l'hepcidine serait augmentée. Il a été suggéré que l'interaction de cette dernière avec ferroportine serait diminuée, favorisant ainsi la surcharge en fer. Et ce phénomène s'appelle l'hépatosidérose métabolique. Et après avoir identifié la liaison entre le syndrome métabolique et l'hyperféricinémie, il y a une liaison qui est propre de l'hyperféricinémie avec le syndrome des ovaires polykystiques. Ceci a été montré par une étude rétrospective portée sur 539 patientes, dont 286 atteintes de syndrome des ovaires polykystiques et 253 sans syndrome des ovaires polykystiques. Et cette étude a montré que le syndrome des ovaires polykystiques influence les réserves en fer en réduisant les pertes menstruelles. Et ces chiffres de ferricine pourraient aussi être le reflet d'une inflammation infraclinique ou une activation du stress oxydatif qui accompagne le syndrome des ovaires polykystiques. Et après avoir identifié la liaison entre le syndrome des ovaires polykystiques et l'hyperféricinémie, on a opté pour traiter le syndrome des ovaires polykystiques et suivre l'hyperféricinémie. Donc la patiente a été mise sous des règles hygiéno-diététiques avec un régime hypocalorique, hypolipémiant et une activité physique régulière. Et on l'a mis aussi sous la metformine, même ORAMM, 50 mg, un comprimé x3 par jour à atteindre progressivement, et la pilule pour mettre les ovaires en repos et aussi pour traiter l'hyperandrogénie. Et la patiente a été mise sous DIAN 35 microgrammes du G1 à J21 du cycle avec arrêt de 7 jours. Et l'évolution après 3 mois a été marquée par l'amélioration des paramètres anthropométriques avec baisse de l'IMC à 22,7 kg par mètre carré et baisse de tour de taille à 86 cm avec diminution de la fréquence du rasage, la régularité du cycle menstruel et bien sûr la baisse de la féricinémie à 459 nanogrammes par ml versus 1091 nanogrammes par ml. Et je vous remercie.